Le silence assourdissant pèse sur la côte tandis que des rumeurs glaciales s'intensifient. Odessa, la perle de la mer Noire, serait-elle en train d'être préparée à un destin cruel, une reddition inévitable? Des cartes secrètes, des murmures d'experts, tout pointe vers un plan sombre qui menace de couper ce pays de son accès vital à la mer. Imaginez la scène, des généraux russes penchés sur des cartes, ces pays absents comme si leur existence n'était qu'une question de temps. Question à vous, où vous nous regardez actuellement, écrivez la ville et le pays dans les commentaires. Le député russe Sobolev a déclaré sans embâge: Odessa correspond aux objectifs de l'opération militaire spéciale ainsi que la région de Mykolaïv. Cette déclaration, loin d'être anodine, confirme une intention jusque-là chuchotée. Elle officialise en quelque sorte la stratégie russe de priver le voisin occidental de son littoral. Mais ce n'est pas tout. Le général Sersky, commandant des forces armées du pays, a admis que la Russie forme 10 nouvelles divisions. 10, c'est un chiffre colossal. Il a ajouté qu'une mobilisation massive deviendrait inévitable pour ce pays face à cette menace croissante. La Russie a également intensifié ses frappes de drones, ciblant impitoyablement les infrastructures énergétiques. Des milliers de ces engins foncent sur les centrales, les transformateurs, préparant un hiver glacial. Ces attaques ne sont pas aléatoires, elles sont une stratégie calculée. Est-ce une tentative de briser le moral de la population ou de paralyser entièrement l'économie? Pendant ce temps, une carte vue dans le bureau de Donald Trump, alors que le président du pays le rencontrait, révélait des pourcentages alarmants: 99% de Lugansk, 76% de Donetsk et 73% de Zaporizhia et Kherson sont sous contrôle russe. Ces territoires annexés font désormais partie du récit de la Russie. Question à vous, marquez-vous dans les commentaires de quelle ville, pays nous regardez-vous actuellement. Pourquoi ces événements sont-ils si cruciaux maintenant? Chaque frappe, chaque déclaration, chaque carte révélée dessine un avenir où ce pays risque de ne plus être le même. La perte de la mer, c'est la perte de l'autonomie économique, la fin de la liberté commerciale, c'est une catastrophe géopolitique annoncée. Imaginez un pays étranglé sans accès aux marchés mondiaux, dépendant entièrement des routes terrestres contrôlées par d'autres. La mobilisation massive, elle, signifie un coût humain inouï, des familles déchirées, des vies brisées pour faire face à une machine de guerre apparemment inépuisable. L'hiver approche et avec lui la menace d'un hiver sans électricité, sans chauffage. Des milliers de drones détruisent systématiquement les infrastructures. C'est un risque humanitaire majeur, potentiellement la pire tragédie depuis des décennies. Qu'est-ce que cela signifie pour la stabilité de la région entière et pour l'espoir de paix? Qu'est-ce que nous devrions fact-checker dans notre prochaine émission? Proposez-nous un seul fait ou affirmation. Il existe plusieurs versions de ce qui se passe. Officiellement, le leadership du pays se bat pour la paix, appelant à des négociations tout en affirmant l'impossibilité de parler avec Poutine. Mais certains experts chuchotent une histoire différente. Alexander Mercouris, un expert britannique réputé, affirme que le président du pays cherche à tendre un piège à Poutine. Le but, prouver que le Kremlin n'est pas réellement intéressé par la paix afin de s'assurer un soutien financier. Et militaire occidental continue. Cette approche le dépeint comme un manipulateur, un acteur cherchant à maintenir son image auprès de ses tuteurs européens et américains. La réapparition soudaine de l'ancien président Viktor Yanukovych est également sujette à diverses interprétations. Après des années d'absence, il refait surface, déclarant avoir œuvré pour l'entrée de ce pays dans l'Union européenne tout en s'opposant à l'OTAN. Est-ce une tentative russe de réactiver une figure d'archive pour semer le trouble et délégitimer l'actuel leadership? À qui faites-vous confiance sur ce sujet dans cette région? Nommer un seul intervenant ou un seul média. Ce n'est pas la première fois que la région est secouée par de tels événements. Penchons-nous sur l'histoire. En 2014, l'arrivée de Yanukovych rappelait déjà la crise du Maïdan et les fantômes du passé. Aujourd'hui, son retour sur la scène médiatique, quel qu'en soit le motif, renvoie à une histoire de manipulation et d'ingérence. Rappelez-vous, la Crimée, le Donbass, c'est un précédent pour l'annexion constitutionnelle de territoires. Les exercices militaires conjoints de la Biélorussie et de la Russie rappellent étrangement ceux qui ont précédé l'invasion de 2022. La Biélorussie semble rejouer son rôle de complice. Ces manœuvres constituent une menace constante sur le flanc nord, forçant ce pays à disperser ses forces, à s'affaiblir. Si
L'histoire se répète-t-elle ou sommes-nous témoins d'une nouvelle version de la même pièce sinistre? Votre prédiction sur les délais, quand se produira la catastrophe géopolitique avec le voisin occidental? Mois, années, plus un, raison. Que va-t-il se passer ensuite? Une chose est certaine, les enjeux sont immenses. Le pire scénario serait la chute d'Odessa et Mykolaïv. Ce pays perdrait alors son accès à la mer, son économie s'effondrerait et un gouvernement fantoche pourrait être installé. La mobilisation massive deviendrait inévitable, entraînant un bain de sang sans précédent. Le scénario le plus probable, malheureusement, est une guerre prolongée. Des pertes territoriales importantes, une économie stagnante, mais une résistance acharnée. L'Occident pourrait alors se lasser et réduisant son soutien. Le scénario le plus inattendu, mais non impossible, serait l'épuisement de la Russie. Une économie sous tension, une usure sociale. Cela pourrait la forcer à reculer ou à négocier à des conditions moins favorables. Mais quel est le prix humain, le coût final avant d'arriver à cette issue? L'isolement diplomatique de son leadership est une réalité. Et si la crédibilité internationale de ce leadership est entièrement érodée, que se passera-t-il? Les élections à venir aux États-Unis, avec l'influence grandissante de Donald Trump, pourraient bouleverser la donne. Trump a répété vouloir mettre fin au conflit et économiser l'argent américain. Cela renforce la fatigue de guerre en Europe et aux États-Unis. Ses alliés pourraient chercher des raisons pratiques de réduire leur soutien sans perdre la face. Le moment est venu de faire face à la réalité. Odessa est-elle à vendre? La vérité sur ces cartes secrètes commence à émerger. La survie de ce pays, son accès à la mer, son avenir économique, tout est en jeu. Les cartes, les déclarations directes des députés russes, les mouvements militaires récents, tout cela dessine une image alarmante. Le peuple pris entre deux feux, entre un hiver sans énergie et une mobilisation forcée, paie le prix le plus lourd. Le leadership, dépeint comme un acteur dans un théâtre diplomatique, est-il en mesure de protéger les siens ou est-il, comme le suggèrent certains experts, piégé dans sa propre mise en scène, préoccupé uniquement par son image pour le public occidental? Où se trouve la ligne rouge entre les intérêts russes et la souveraineté de ce pays? Exprimez-vous en un mot, la souveraineté ou le contrôle russe? Alors que l'avenir même de ce pays est en balance, les citoyens doivent prendre conscience de l'ampleur de la crise. Partagez cette analyse avec vos amis, votre famille. Ils ont le droit de connaître ces informations cruciales, souvent masquées par les récits officiels. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous trouvez nos analyses essentielles. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de cette situation. Votre opinion compte et surtout, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos analyses futures. Votre soutien nous aide à continuer de vous fournir des informations transparentes et sans filtre. Pour bien comprendre la portée de cette stratégie russe, il est fondamental de se pencher sur la signification d'Odessa et de Mykolaïv pour ce pays. Odessa n'est pas seulement une ville historique et culturelle, c'est le principal port du pays, un hub commercial vital pour ses exportations de céréales, d'acier et d'autres produits agricoles et industriels. La perte d'Odessa signifierait l'étranglement économique presque complet du pays, le coupant de la majorité de son commerce maritime et le rendant entièrement dépendant des voies terrestres via ses voisins occidentaux, qui seraient alors en position de force pour dicter les termes du transit. C'est une question de survie économique et de souveraineté. Mykolaïv, de son côté, est en un centre clé de construction navale et un port fluvial important situé sur le fleuve Boug qui se jette dans l'estuaire du Dniepr près d'Odessa. Sa prise serait une étape cruciale pour l'encerclement d'Odessa et la sécurisation d'un corridor terrestre vers la Transnistrie, une région séparatiste pro-russe de Moldavie. Le contrôle de cette bande côtière permettrait à la Russie de créer une continuité territoriale depuis la Crimée jusqu'à la Transnistrie, transformant la mer Noire en un lac quasiment russe et renforçant sa domination géopolitique dans la région. Cette ambition russe s'inscrit dans une doctrine militaire plus large, souvent qualifiée de Novorossiya ou Nouvelle Russie, qui vise à restaurer une partie de l'ancien empire tsariste. Cette doctrine ne se contente pas des territoires actuellement sous occupation, elle englobe potentiellement un vaste arc de terre le long de la côte nord de la mer Noire. L'annexion de la Crimée en 2014, le soutien aux séparatistes du Donbass et maintenant la tentative de s'emparer d'Odessa et de Mykolaïv sont autant de jalons de cette vision expansionniste. Pour la Russie, il s'agit de sécuriser ses flancs sud, d'affaiblir toute alliance occidentale dans la région et de rétablir son statut de grande puissance.
La perte de ces territoires maritimes aurait des répercussions désastreuses non seulement pour l'économie du pays, mais aussi pour sa démographie. Des millions de personnes pourraient être déplacées, la diaspora s'agrandissant de manière exponentielle, tandis que l'intégration forcée des populations restantes sous le joug russe poserait des défis humanitaires et des questions de droits de l'homme immenses. De plus, la destruction systématique des infrastructures énergétiques n'est pas seulement une tactique pour briser le moral, elle vise à créer un chaos social et économique, rendant la vie insupportable pour les civils et forçant potentiellement des négociations à des conditions russes. Bien, les coupures d'électricité massives, le manque de chauffage en hiver, l'impossibilité de faire fonctionner les hôpitaux ou les usines, tout cela pèse sur la capacité de résistance du pays à long terme. La Russie cherche à transformer le territoire en une zone grise invivable, affaiblissant ainsi sa capacité à mener une contre-offensive ou même à maintenir la cohésion sociale. L'épuisement des stocks d'armes et de munitions occidentaux fait également partie de cette stratégie. En forçant le pays à consommer un volume colossal de matériel, la Russie teste les limites de la production et de la volonté des alliés occidentaux. Le soutien militaire, politique et financier de l'Occident est essentiel pour la survie du pays, mais il n'est pas infini. Les discussions autour de la fatigue de guerre ne sont pas de simples euphémismes, elles reflètent une réalité où les budgets sont serrés, les opinions publiques se lassent et les priorités nationales reprennent le dessus. Le risque est que l'aide occidentale se réduise à un filet d'aide humanitaire insuffisant pour soutenir un effort de guerre à grande échelle, laissant le pays vulnérable. Le rôle des acteurs internes est tout aussi complexe. Les allégations selon lesquelles le président manipulerait la situation pour maintenir le soutien occidental sont troublantes. Si ces affirmations devaient être avérées, cela signifierait que les vies des citoyens sont instrumentalisées dans un jeu politique international où l'image prime sur la réalité du terrain. La résurgence de Viktor Yanukovych, figure controversée qui a fui, le pays après la révolution de la dignité en 2014 est un développement intrigant. Son discours, cherchant à se positionner comme un médiateur tout en s'opposant à l'OTAN et en flirtant avec l'UE, pourrait être une tentative russe de diviser la société. Rétablir une figure légitime aux yeux d'une partie de la population pourrait ouvrir la voie à des négociations plus favorables aux intérêts de Moscou ou même à l'établissement d'un gouvernement pro-russe. Cela s'inscrirait dans une longue tradition de l'ingérence russe dans les affaires intérieures de ses voisins, utilisant la désinformation et la manipulation politique pour atteindre ses objectifs. L'escalade des combats dans le Donbass et autour de Bakhmout, cette saignera qui a coûté des milliers de vies des deux côtés, témoigne de la brutalité de cette confrontation. La Russie, malgré des pertes considérables, continue de pousser, misant sur sa supériorité numérique et sa capacité à supporter des pertes que l'Occident jugerait inacceptables. L'arrivée de nouvelles divisions russes, composées potentiellement de centaines de milliers de soldats mobilisés, change la donne en matière de main-d'œuvre. Si la qualité de ces troupes peut être débattue, leur nombre écrasant représente une menace sérieuse, forçant le pays à mobiliser encore plus de ses citoyens avec toutes les conséquences sociales et économiques que cela implique. La mobilisation forcée affaiblit les familles, prive l'économie de main-d'œuvre et crée un ressentiment profond au sein de la population. La question de la sécurité alimentaire mondiale est également intrinsèquement liée au sort d'Odessa. Ce pays est l'un des plus grands exportateurs de céréales au monde. La fermeture de ces ports aurait des répercussions mondiales, faisant grimper les prix des denrées alimentaires et menaçant la sécurité alimentaire de nombreux pays en développement, particulièrement en Afrique et au Moyen-Orient. La Russie a déjà utilisé cette arme économique en bloquant les exportations de céréales à plusieurs reprises, démontrant sa volonté de transformer la nourriture en instrument de pression géopolitique. Les accords sur les céréales négociés par la Turquie et les Nations Unies ont été précaires et souvent interrompus, soulignant la vulnérabilité de cette chaîne d'approvisionnement vitale. Les manœuvres militaires biélorusses et russes sur la frontière nord ne sont pas de simples exercices. Elles maintiennent une pression constante sur les forces armées du pays, l'obligeant à maintenir un contingent significatif dans le nord pour parer à toute éventualité. Cette diversion de ressources affaiblit les lignes de défense dans l'est et le sud, où les combats les plus intenses se déroulent. La Biélorussie, sous le régime de Loukachenko,
Lukashenko agit comme un État satellite de la Russie, offrant son territoire, on dit son espace aérien et ses infrastructures pour soutenir l'effort de guerre. Cette situation soulève des questions sur la stabilité de la Biélorussie et son rôle dans la future architecture de sécurité européenne concernant la proposition de plan de paix de Donald Trump. Elle est perçue par beaucoup comme une tentative de cession territoriale déguisée. La proposition de geler le conflit sur les lignes de front actuelles reviendrait de facto à accepter les gains territoriaux russes, y compris les régions annexées illégalement. Cela serait une victoire majeure pour le Kremlin et un précédent dangereux pour le droit international, encourageant d'autres puissances à agir de la même manière. La fatigue de guerre occidentale, combinée à une administration Trump potentiellement moins encline à soutenir des conflits lointains, pourrait forcer le pays à faire des concessions inacceptables. L'escalade potentielle vers un conflit plus large est une crainte constante. Si la Russie parvient à sécuriser un corridor terrestre vers la Transnistrie, cela déstabiliserait davantage la Moldavie, un pays déjà fragile. La présence militaire russe dans cette région séparatiste pourrait alors être renforcée, créant un nouveau foyer de tension et menaçant l'intégrité territoriale de la Moldavie. Une telle expansion de l'influence russe pourrait également inciter les pays baltes, membres de l'OTAN, à renforcer leur propre défense, augmentant ainsi le risque d'une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie. La rhétorique nucléaire, utilisée à plusieurs reprises par Poutine, ajoute une dimension terrifiante à cette crise, soulevant la question des limites que la Russie serait prête à franchir pour atteindre ses objectifs. Enfin, il est crucial d'examiner le rôle des médias et de l'information dans ce conflit. La désinformation est une arme à part entière, utilisée par toutes les parties pour influencer l'opinion publique et justifier leurs actions. Les récits officiels, les déclarations des experts choisis, les cartes filtrées, tout cela fait partie d'une guerre de l'information où la vérité est souvent la première victime. Il est donc impératif de faire preuve d'esprit critique, de recouper les informations et de chercher des sources diverses et fiables pour se forger une opinion. Éclairé, la question de la confiance posée dans votre introduction est plus pertinente que jamais dans ce contexte. À qui faire confiance quand chaque information semble servir un objectif précis? Le sort d'Odessa ne se joue pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans les capitales occidentales, dans les réunions des organisations internationales et dans l'opinion publique mondiale. La ville est devenue le symbole de la résilience du pays et de sa détermination à conserver son accès à la mer. Sa chute serait un coup dévastateur, non seulement pour le pays lui-même, mais pour l'ordre mondial basé sur des règles montrant que l'agression paie. Le droit international, la souveraineté des nations et l'autodétermination des peuples sont en jeu. Les conséquences de cette crise se feront sentir bien au-delà des frontières de la région, redessinant la carte géopolitique de l'Europe et du monde pour les décennies à venir. C'est pourquoi chaque détail, chaque déclaration, chaque mouvement militaire doit être analysé avec la plus grande attention. Il ne s'agit pas seulement d'Odessa, mais de la nature même du monde tel que nous le connaissons. La menace est réelle, tangible et ses répercussions potentielles sont vertigineuses. Le développement des drones, par exemple, a considérablement modifié la nature du conflit. Ces engins peu coûteux et très efficaces sont devenus des armes de choix pour la Russie afin de cibler les infrastructures vitales avec une précision accrue et une fréquence élevée. Les attaques contre les centrales électriques et les transformateurs ne sont pas seulement destinées à priver les habitants de lumière et de chaleur, elles visent à désorganiser la production industrielle, à ralentir la logistique militaire et à paralyser la capacité du pays à se défendre. C'est une guerre économique menée par un bombardement invisible, insidieux, qui mine lentement la capacité de la nation à se battre. L'impact psychologique de ces attaques est également considérable, semant la peur et l'incertitude quant à l'avenir. Le système de défense aérienne du pays est mis à rude épreuve par cette tactique. Bien que les alliés occidentaux aient fourni des systèmes de défense sophistiqués, le vaste territoire à protéger et la multitude de types de drones utilisés par la Russie, des Shahed iraniens aux drones domestiques Lancet, rendent la tâche ardue. Chaque interception coûte cher en munitions, épuisant les stocks disponibles et créant une vulnérabilité. Cette guerre des drones est une nouvelle facette des conflits modernes où des technologies relativement simples peuvent avoir un impact stratégique majeur. Et les implications de cette guerre ne se limitent pas à la sphère militaire ou économique, elles ont des ramifications sociales et culturelles profondes. Des villes entières sont dévastées, des populations déplacées à jamais et le tissu social est déchiré.
Les infrastructures éducatives et sanitaires sont gravement touchées, hypothéquant l'avenir des jeunes générations et la santé des populations. Le traumatisme psychologique des civils exposés à des années de conflit sera immense et durable. La résilience d'un peuple face à une telle adversité est certes admirable, mais elle a un coût humain inestimable. La posture de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, est également sous un examen minutieux. Si l'OTAN a renforcé sa présence sur son flanc oriental, elle reste réticente à s'impliquer directement dans le conflit, craignant une escalade avec une puissance nucléaire. Cette prudence, bien que compréhensible, est également perçue par certains comme un manque de détermination, encourageant la Russie à repousser les limites. Les débats internes au sein de l'OTAN sur la nature et l'étendue de l'aide à fournir reflètent les divisions et les priorités nationales des différents membres. La question de l'adhésion future du pays à l'OTAN reste un point de contention majeur, la Russie y voyant une ligne rouge infranchissable. Les sanctions économiques imposées à la Russie par l'Occident, bien que sévères, n'ont pas encore réussi à briser l'économie russe ou à contrecarrer sa capacité à financer l'effort de guerre. La Russie a trouvé des moyens de contourner ces sanctions, notamment en renforçant ses liens économiques avec des pays comme la Chine et l'Inde et en s'appuyant sur ses vastes ressources naturelles, en particulier le pétrole et le gaz. Le marché mondial de l'énergie, bien que légèrement secoué, a montré une résilience inattendue, permettant à la Russie de maintenir des revenus financiers substantiels. Cette résilience économique russe est une source de frustration pour les pays occidentaux qui espéraient un effondrement plus rapide de l'économie russe. L'évolution de la situation politique interne en Russie est également un facteur clé. Malgré les revers militaires initiaux et les sanctions, le soutien à Poutine reste important, alimenté par la propagande d'État et une certaine rhétorique nationaliste. Cependant, les appels à la mobilisation, les pertes humaines accrues et l'impact économique des sanctions pourraient à terme éroder ce soutien et créer des fissures au sein de l'élite russe. La mort présumée de Prigojine et le sort du groupe Wagner ont envoyé un message clair sur le prix à payer pour toute forme de dissidence. La Russie, en tant que puissance nucléaire, possède des capacités militaires qui dépassent de loin celles du pays, ce qui donne à Moscou un avantage stratégique fondamental dans la guerre. Le concept de guerre de l'usure décrit bien la nature actuelle des combats. Plutôt que des offensives rapides et décisives, les deux camps s'engagent dans une lutte prolongée où l'épuisement des ressources humaines, matérielles, financières devient la clé de la victoire. Dans ce type de guerre, la profondeur stratégique de la Russie, sa population plus importante et sa capacité à produire des armes sur son propre territoire lui confèrent un avantage certain. La capacité du pays à résister dépendra en grande partie de la continuité et de l'ampleur du soutien occidental. Si ce soutien venait à faiblir, le scénario d'une perte significative de territoire, y compris de l'accès à la mer Noire, deviendrait de plus en plus probable. La géopolitique de la mer Noire est un élément central de cette confrontation. Au-delà des intérêts économiques immédiats, le contrôle de cette région confère une influence stratégique majeure sur l'Europe du Sud-Est, le Caucase et la Méditerranée orientale. La mer Noire est un carrefour commercial et énergétique vital et sa domination par une seule puissance soulèverait des inquiétudes majeures pour la sécurité régionale. La Turquie en particulier, qui contrôle les détroits du Bosphore et des Dardanelles, joue un rôle clé dans la région et observe attentivement les mouvements russes. Les répercussions d'une mainmise russe sur les côtes ukrainiennes de la mer Noire se feraient sentir bien au-delà de la ligne de front actuelle. Enfin, l'aspect humanitaire de cette guerre ne peut être sous-estimé. Des millions de personnes ont été déplacées, des villes entières ont été rasées et la vie quotidienne est devenue une lutte pour la survie. Les crimes de guerre présumés et les violations des droits de l'homme soulèvent de graves questions sur la responsabilité et la justice internationale. La reconstruction du pays après le conflit, quelle qu'en soit l'issue, s'annonce comme une tâche colossale nécessitant des milliards de dollars et des années d'efforts. Le coût humain, social, économique et environnemental de cette guerre est incalculable. La question n'est donc pas seulement de savoir quand la catastrophe se produira, mais aussi quelle sera son ampleur et comment le monde réagira pour atténuer ses pires conséquences. Il s'agit d'un moment décisif pour la sécurité et la stabilité du continent européen.